Pourquoi acceptons-nous de payer des milliers d'euros pour un objet qui n'en coûte que quelques dizaines à fabriquer? Pourquoi les personnes les plus fortunées de la planète s'arrachent-elles des biens dont elles n'ont, objectivement, aucun besoin vital? La réponse ne réside pas dans la logique pure, ni même dans une appréciation esthétique supérieure. Elle se cache dans une faille profonde de notre cerveau. Une faille évolutive, exploitée au plus haut niveau par les industries du luxe et de l'investissement. La psychologie de la rareté. En 2026, dans un monde saturé de biens et accessible en un clic, posséder ne suffit plus pour marquer sa réussite. Ce qui crée la véritable valeur, c'est l'exclusion. C'est l'art de concevoir des barrières invisibles pour séparer ceux qui peuvent payer de ceux qui sont autorisés à acheter. Bienvenue dans l'architecture secrète des biais cognitifs qui gouvernent les décisions de l'élite économique. Pour comprendre ce phénomène, il faut d'abord analyser ce que les psychologues appellent l'heuristique de rareté. Une heuristique est un raccourci mental, une règle simplifiée que notre cerveau utilise pour prendre des décisions rapides sans analyser des milliards de données. Notre cerveau fonctionne avec un principe très simple. Si une chose est difficile à obtenir, c'est qu'elle est précieuse. Ce mécanisme n'est pas un caprice de l'homme moderne, c'est un héritage direct de notre évolution. Durant des millénaires, nos ancêtres ont vécu dans un environnement de pénurie constante. L'eau douce, les fruits mûrs, les abris sécurisés ou les outils en pierre de qualité étaient rares. Ceux qui parvenaient à repérer et à accumuler ces ressources rares augmentaient considérablement leurs chances de survie. Notre système de récompense, piloté par la dopamine, s'est donc programmé pour valoriser instantanément tout ce qui est en quantité limitée. Aujourd'hui, pour une grande partie de la population mondiale, et plus particulièrement pour les classes aisées, la pénurie de survie n'existe plus. Pourtant, le logiciel biologique reste le même. Les marques de très haute valeur ne vendent donc pas un produit pour ses caractéristiques techniques, elles vendent du manque. Elles limitent volontairement leur stock, conçoivent des listes d'attente qui s'étalent sur plusieurs années et s'octroient même le droit de sélectionner leurs clients. Chez les personnes à haut niveau de revenus, l'acte d'achat ne déclenche pas seulement la dopamine liée à la nouveauté. Il valide de manière presque biologique une position dominante dans la hiérarchie sociale. Cela nous amène à un second mécanisme psychologique fascinant, la réactance. Que se passe-t-il concrètement dans l'esprit d'un individu lorsqu'on lui interdit l'accès à quelque chose? Il le désire encore plus. La réactance psychologique est une réaction de défense de notre cerveau lorsque nous sentons que notre liberté de choix ou notre autonomie est menacée. Si un produit est disponible pour tout le monde, l'acheter est un choix banal. Mais si l'accès à ce produit est restreint, notre cerveau interprète cela comme une perte de liberté. Pour restaurer cette liberté perdue, nous développons une obsession pour l'objet interdit. Chez les ultra-riches, ce phénomène prend une tournure très spécifique. On assiste à une sorte de FOMO, la peur de rater quelque chose, mais un FOMO d'élite. Ce n'est pas la peur de rater une opportunité financière ou une fête à la mode, c'est la peur de perdre un avantage exclusif. C'est la raison pour laquelle le marché du très haut de gamme s'est radicalement transformé ces dernières années. On n'achète plus un objet pour ce qu'il permet de faire, mais pour le droit exclusif d'être l'un des seuls sur Terre à le posséder. L'argent change alors de fonction. Il ne sert plus simplement à échanger des biens contre de la valeur, il devient un outil de friction. Il sert uniquement à lever les barrières que la rareté artificielle impose au reste du monde. Pour illustrer parfaitement cette rupture de logique, les économistes et les sociologues étudient un concept incontournable, l'effet Veblen, ou le principe des biens de distinction. Dans l'économie traditionnelle, la loi de l'offre et de la demande est mathématique. Si le prix d'un bien augmente, la demande baisse, car moins de personnes peuvent ou veulent se l'offrir. C'est la rationalité économique de base. Sauf pour une catégorie de biens très particulière. Pour les biens de Veblen, plus le prix est exorbitant, plus la demande grimpe. Pourquoi ? Parce que le prix élevé cesse d'être une barrière pour devenir la caractéristique principale du produit. Le prix devient le signal visuel et social de la richesse. Si vous achetez une montre à 50 000 €, vous n'achetez pas un outil de précision pour lire l'heure. Votre smartphone le fait beaucoup mieux. Vous achetez un signal social qui indique instantanément votre capital financier à vos pairs, sans que vous n'ayez à prononcer un seul mot. La rareté, qu'elle soit réelle ou savamment orchestrée par le marketing,
agit alors comme un filtre sociologique totalement invisible, mais extrêmement rigide. Mais l'effet Veblen ne s'arrête pas là. Il engendre un autre comportement que les psychologues appellent le biais de dotation. Ce biais stipule que nous accordons inconsciemment beaucoup plus de valeur à un objet que nous possédons déjà qu'à un objet que nous ne possédons pas, même si les deux sont rigoureusement identiques. Lorsque les personnes riches acquièrent un bien rare, ce biais de dotation est démultiplié par l'effort ou le statut qu'il a fallu déployer pour l'obtenir. L'objet s'intègre directement dans l'identité de son propriétaire. Perdre ou se séparer de cet objet n'est pas seulement une perte matérielle, c'est une amputation d'une partie de son statut social. Il est également crucial de comprendre comment la perception du temps influence ce comportement. Pour une personne en situation de précarité ou de classe moyenne, la gestion de l'argent est souvent liée au présent ou à un futur proche. Payer les factures à la fin du mois, épargner pour les vacances de l'année prochaine. La rareté subie force à une vision à court terme. À l'inverse, chez les personnes extrêmement fortunées, la rareté est choisie et planifiée. Elles disposent d'un horizon temporel beaucoup plus large. Elles peuvent se permettre d'investir des sommes colossales dans des actifs dont la rareté s'accentuera sur des décennies, comme des œuvres d'art, des propriétés foncières uniques ou des technologies expérimentales. C'est ce que l'on appelle l'asymétrie de la rareté. Pendant que les uns luttent contre la rareté des ressources de base, les autres collectionnent la rareté artificielle pour figer leur position dans le temps. En fin de compte, la psychologie de la rareté met en lumière une vérité profonde sur la nature humaine. Notre perception de la valeur n'est jamais absolue, elle est entièrement relative. Nous ne mesurons pas notre bonheur ou notre succès à l'aune de ce que nous possédons, mais en observant ce que les autres ne possèdent pas. Le désir humain est fondamentalement mimétique. Nous voulons ce que les autres veulent et nous chérissons ce qui est hors de portée du plus grand nombre. Comprendre ces biais cognitifs et ces mécanismes comportementaux permet de poser un regard neuf, beaucoup plus lucide sur le monde du business, du luxe et de la stratification sociale. Cela nous pousse à observer nos propres décisions de consommation avec un œil critique. Sommes-nous réellement amoureux de l'objet que nous convoitons ou sommes-nous simplement séduits par le récit de sa rareté ? Si ce décryptage de la psychologie comportementale vous a apporté une nouvelle perspective, pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines investigations. Laissez un pouce bleu pour soutenir notre travail de recherche et partagez votre avis en commentaire. Selon vous, quel est l'exemple le plus flagrant de rareté artificielle dans notre société actuelle ? Merci pour votre attention et à très bientôt pour un prochain mini-documentaire.